Le dossier numéro 2 de cette conférence de rhumatologie de D4 concerne une femme de 58 ans dont on vous dit qu'elle se plaint de son poignet droit à la suite d'une chute. À l'interrogatoire, vous retrouvez des antécédents de cancer du sein, qui est actuellement traité par de l'anastrozole, une hormonothérapie dont je vous rappelle qu'il s'agit d'une anti-aromatase qui met l'œstradiol à 0, après avoir eu une tumorectomie, une radiothérapie. On vous dit également qu'elle fume un paquet par jour depuis l'âge de 18 ans. Les données d'examen concernent le poignet droit, où on vous décrit une déformation qui va jouer un rôle, bien sûr, dans la prise en charge du diagnostic. Elle pèse 48 kg pour 1,70 m, elle n'est donc pas très lourde. Et on vous communique ces radiographies du poignet, que voici. Alors, bien évidemment, je ne suis pas orthopédiste, mais on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose au niveau du radius, alors que la tête cubitale paraît saine. Quel diagnostic évoquez-vous et sur quels arguments? Eh bien, il faut évoquer une fracture de poutre-colle droite, avec les différents arguments qui permettent de la distinguer d'une part de la fracture de Guaran-Smith, d'autre part de la fracture de Gérard Marchand. La fracture de poutre-colle, je vous rappelle que c'est une fracture extra-articulaire qui se traduisait par une horizontalisation de la ligne bistyloïdienne et surtout, très caractéristique, par une bascule postérieure de l'épiphyse radiale sur le cliché de profil. Ceci la distingue complètement de la fracture de Guaran-Smith, avec un déplacement antérieur de la main. Et si l'aspect de la déformation dans le poutre-colle est une déformation en dos de fourchette, elle est en ventre de fourchette dans la fracture de Guaran-Smith. Donc c'est souvent une fracture en extension-compression. La patiente met la main en avant au moment de la chute, ce qui explique la déformation en dos de fourchette. Je vous rappelle que, contrairement à la fracture de Gérard Marchand, il n'y a pas de fracture de l'apophyse styloïde du cubitus dans la fracture de poutre-colle. Donc il ne faudra pas vous crever les yeux. Cette fracture sera à l'évidence ou pas, et il ne faut pas l'inventer sur les clichés qu'on vous montrera. Par contre, ça ne résumait pas la réponse, et le risque était de mettre fracture de poutre-colle point dans cette correction. Il fallait indiquer que cette fracture de poutre-colle était probablement secondaire à une ostéoporose post-ménopausique pour glaner les points de cette première question. Et vous aviez des tas d'arguments pour penser qu'il s'agissait d'une fracture ostéoporotique et non pas d'une simple fracture traumatique, ce qu'on appelle une fracture méritée. En effet, s'il s'agissait d'une femme, cette femme était ménopausée, elle avait un traitement par anti-aromatase dont on connaît l'effet ostéopéniant, puisqu'il vous met l'œstradiol à 0, c'est ce qu'on recherche dans le cancer du sein. Elle fumait, ce qui est un facteur de risque bien connu de perte osseuse. Et enfin et surtout, elle avait un très faible index de masse corporelle que j'ai calculé à 16,6. Je pense que vous avez fait pareil. Donc plusieurs facteurs de risque d'ostéoporose qui devaient faire craindre que cette fracture du poignet soit bien une fracture ostéoporotique et non pas une fracture traumatique. Quelle est votre prise en charge thérapeutique de cette fracture? Eh bien, là encore, il y a une double composante. C'est une composante d'orthopédie en premier lieu, et vous allez l'hospitaliser en service d'orthopédie. Dans certains dossiers de correction, on voit appel de l'orthopédiste de garde, ce qui est quand même glorieux. Et puis, vous allez le laisser à jeun en attendant l'intervention. Vous allez faire un bilan, une consultation d'anesthésie, et vous allez, n'oubliez pas, c'est un 0, traiter la douleur. Risque d'oubli important au concours. Donc vous allez devoir traiter la douleur, éventuellement par le paracétamol IV. Vous allez devoir immobiliser le poignet, c'est un autre 0. Toute fracture nécessite une immobilisation, vous le savez. Le tout, c'est d'y penser le moment venu, notamment au concours. Vous allez traiter chirurgicalement cette fracture du poignet par les deux mots-clés que sont la réduction
de la fracture et la contention par ostéosynthèse. L'ostéosynthèse est légitime ici, compte tenu de la fracture déplacée. Il va falloir faire un brochage intrafocal. Au décours de l'intervention, vous allez à nouveau immobiliser en post-opératoire cette fracture pendant 6 semaines par une manchette plâtrée en résine. Il va falloir faire une rééducation précoce des chaînes digitales en assurant la mobilité des doigts par une auto-rééducation. Il va falloir surveiller également les doigts en raison du risque de compression sous plâtre. C'est un sujet qui est d'ailleurs déjà sorti au concours. Donc voilà le traitement orthopédique de cette fracture. Alors cette patiente a été traitée orthopédiquement et vous la revoyez 3 semaines plus tard pour des douleurs très vives du poignet droit. Et à l'examen, il vous paraît chaud, rouge, douloureux, avec une attitude en crochet des doigts. Et on vous demande quelles sont vos 2 hypothèses diagnostiques et quelle est la plus probable. Alors vous pourriez évoquer beaucoup de choses ici. Mais il y a 2 mots-clés importants dans une douleur qui apparaîtrait sous plâtre après une fracture, qui sont l'infection nosocomiale du site opératoire, c'est-à-dire le sepsis. C'est le diagnostic de gravité, c'est le premier diagnostic à évoquer, et j'ai mis un 0 en cas d'oubli. Et le deuxième diagnostic à évoquer, c'est l'algoneurodystrophie du poignet droit à la phase chaude. C'est un diagnostic qui est le plus probable par argument de fréquence, en sachant que l'algoneurodystrophie survient en gros 2-3 semaines après le traumatisme et qu'il présente les caractéristiques cliniques qu'on avait indiquées. Il n'y a habituellement pas de fièvre, parfois un fébricule, mais qu'il va falloir quand même éliminer le sepsis. Mais argument de fréquence, c'est l'algoneurodystrophie du poignet droit. Quelle est la prise en charge thérapeutique une fois le diagnostic confirmé? Donc le diagnostic, bien sûr, d'algoneurodystrophie. Eh bien, c'est un traitement ambulatoire où la base du traitement est le traitement de la douleur. Ce traitement de la douleur repose sur les antalgiques, de palier 2 habituellement, l'association notamment de paracétamol à la codéine ou au tramadol. Elle repose aussi parfois, non pas tant sur la calcitonin de saumon, qui est moins utilisée de nos jours, qui donne souvent des vomissements, des nausées, des flushs, mais dans les formes sévères d'algodystrophie, notamment l'algodystrophie de la hanche, du genou, on va utiliser assez facilement les biphosphonates IV. Bon, je n'ai pas mis de point, parce que l'essentiel de la question, c'est quand même le traitement antalgique. L'algoneurodystrophie est une maladie qui va se prolonger sur des semaines et des mois, où la prise en charge psychologique et le traitement anxiolytique sont des éléments clés. Il y a un autre élément clé dans la question de l'algodystrophie, il ne faut absolument pas oublier, c'est la rééducation. Toute rééducation traumatisante est délétère et va favoriser le passage à une forme chronique qui va durer sur des semaines et des mois. Il va falloir au contraire faire une rééducation douce, non traumatisante, et comme on dit, respectant le principe de non-douleur, par des massages relaxants, une balnéothérapie, des bains chauds, des bains froids, des massages doux, afin de soulager la douleur. À la question numéro 5, on vous dit que l'évolution est favorable, mais on constate l'apparition de paresthésie du pouce et de l'index droit, surtout la nuit. Et on vous demande quel est le diagnostic qu'il faut évoquer devant ce tableau et les mécanismes possibles. Alors c'est une autre question du programme que vous devez bien connaître, car elle peut être posée à l'occasion de diagnostics de rhumatologie, comme la polyarthrite rhumatoïde, comme le rhumatisme psoriasique, comme la fracture du poignet. Elle peut être posée aussi à l'occasion de questions d'endocrinologie, comme l'hypothyroïdie, comme l'acromégalie ou le diabète. Elle peut être posée à la question amylose, infection. Donc c'est un dossier qui se prête à l'interactivité, le syndrome du canal carpien. Donc syndrome du canal carpien droit, dont la cause est multiple, ça pourrait être plusieurs mécanismes, mais j'insiste d'abord sur l'œdème du canal carpien qui fait suite au traumatisme, le poignet gonfle. Le canal carpien est un canal fibreux inextensible
dans lequel le nerf médian va se trouver très à l'étroit, va souffrir, ce qui va expliquer les paresthésies, voire plus. Mais il va falloir rechercher par une radiographie une ténosynovite qui va faire gonfler les tendons fléchisseurs des doigts et prendre la place pour le nerf médian, qui serait lié à un cal vicieux du poignet. Donc devant un syndrome du canal carpien post-fracture du poignet, il va falloir penser, notamment en cas de fracture déplacée, à un cal vicieux qui va comprimer le nerf médian au niveau de son canal carpien. Quel signe clinique recherchez-vous en faveur du diagnostic de syndrome du canal carpien? Un mot-clé important, c'est qu'il va falloir préciser que toutes ces manifestations sont dans le territoire du nerf médian. Il faut rapporter au canal carpien le nerf médian. Et dans toute grille de correction, vous aurez indiqué le nerf médian. Donc, quels signes on va rechercher? On va rechercher les signes de provocation du nerf médian dans le canal carpien. Ces manœuvres de provocation, dans le plus classique, est le signe de Tinel, qui consiste à percuter la paume de la main au niveau du canal carpien, ce qui va déclencher des paresthésies dans le territoire du canal carpien, du nerf médian, c'est-à-dire dans les 3 premiers doigts de la main. Le test de Phalène, c'est une hyperflexion des deux poignets, qui va comprimer le nerf médian et provoquer les paresthésies. Ou le test de Gilliatt, qui consiste à provoquer une anoxie du nerf médian en gonflant un brassard à tension au-dessus de la pression systolique. Mais disons que le plus important test de provocation, c'est le signe de Tinel. C'est là où j'ai mis des points. J'insiste aussi sur la recherche de déficit moteur qui traduirait la gravité du syndrome du canal carpien. Et il faut connaître les muscles innervés par le nerf médian, notamment au poignet, qui sont l'opposant du pouce, l'opposition du pouce qui est un élément majeur fonctionnel. Donc connaître le muscle opposant du pouce et son innervation par le médian, mais aussi le court abducteur du pouce et le faisceau superficiel du court fléchisseur du pouce. Il va falloir rechercher les troubles sensitifs objectifs dans le territoire du nerf médian, que vous connaissez. Rechercher une amyotrophie ténarienne qui serait un signe de gravité du syndrome, en vous rappelant que les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques quand le nerf médian est touché au niveau du canal carpien, alors qu'ils peuvent être perturbés quand il est touché plus haut, au niveau de l'avant-bras, du bras, voire du plexus brachial. Faut-il prescrire une ostéodensitométrie à cette patiente justifiée? Eh bien oui, une ostéodensitométrie est ici parfaitement indiquée et elle sera remboursée suivant la nomenclature actuelle. Elle est indiquée d'abord pour confirmer la nature ostéoporotique de la fracture du poignet, être certain qu'il ne s'agit pas d'une fracture traumatique. On va rechercher une masse osseuse basse en faveur de cette nature ostéoporotique. Elle est indiquée également, compte tenu qu'il s'agit d'une femme ménopausée ayant un IMC bas, inférieur à 19 kg dans la nomenclature, je vous rappelle qu'elle était au-dessus de 16. Et enfin, elle est indiquée dans la mesure où cette patiente prend un traitement ostéopeignant, une anti-aromatase, qui est une des indications qu'on va le voir sur le tableau suivant, d'ostéodensitométrie remboursée. Je vous rappelle que cette ostéodensitométrie est remboursée quel que soit l'âge et le sexe, donc notamment chez un homme, avant la ménopause comme après la ménopause chez la femme. Quand vous avez une fracture supposée ostéoporotique, c'est-à-dire une fracture qui survient sans contexte traumatique, qu'elle survienne sur la vertèbre ou qu'elle survienne au niveau d'un os périphérique, notamment le col du fémoral bien sûr, mais aussi la fracture du poignet, les fractures du bassin ou les fractures des côtes. S'il n'y a pas de traumatisme majeur, c'est une indication à faire une ostéodensitométrie remboursée. Vous pouvez faire également une densitométrie remboursée dans certains cas de pathologie ou de traitement qui sont inducteurs d'ostéoporose secondaire. Le plus important ici, c'est bien sûr la corticothérapie. Et vous savez qu'une densitométrie est remboursée devant toute corticothérapie qui va être prolongée plus de 3 mois à une dose supérieure à 7,5 mg par jour, car l'ostéoporose cortisonique est une ostéoporose sévère qui survient très précocement. Et on va traiter ces patients-là dès que le T-score est inférieur à moins 1,5 en raison des risques fracturaires. De la même façon, on fera une densitométrie chez les patientes présentant une endocrinopathie susceptible de retentir sur la masse osseuse. Bon, j'ai signalé ici l'hyperthyroïdie, l'hypercorticisme et bien sûr l'hyperparathyroïdie, mais aussi chez les patientes qui prennent des médicaments, des traitements supposés faire baisser les taux
d'hormones gonadiques, par exemple les agonistes de la GnRH ou les anti-aromatas chez la femme. On peut voir aussi des agonistes de la GnRH administrés dans le cancer de la prostate chez l'homme, a fortiori en cas d'orchidectomie. Vous avez un hypogonadisme secondaire qui peut conduire à faire une densitométrie. Chez la femme, il y a des indications complémentaires qui sont l'existence d'une fracture du col fémoral sans traumatisme majeur chez le père ou chez la mère. Alors je vous rappelle ici que c'est les fractures du col fémoral. Il ne s'agit pas de dire que la mère est ostéoporotique. Ce sera remboursé si le père ou la mère a une fracture du col fémoral ostéoporotique. Deuxièmement, un IMC bas, un index de masse corporelle inférieur à 19. Et troisièmement, une ménopause précoce, c'est-à-dire une ménopause qui survient avant 40 ans, quelle qu'en soit la cause. Dans ces trois cas-là, l'ostéodensitométrie sera remboursée chez la femme. Donc l'ostéodensitométrie était bien indiquée chez cette femme, et on vous donne ses résultats. T-score à moins 2 DS au rachis et à moins 1,8 DS au col fémoral. Quel traitement proposeriez-vous? Je suppose que vous êtes un peu embêté par ces chiffres, puisque finalement la densitométrie ici ne montre pas d'ostéoporose densitométrique, puisque l'ostéoporose densitométrique se définit par un T-score inférieur à moins 2,5. Alors, en fait, vous avez une ostéoporose maladie, car vous avez une fracture qui survient en association à une masse osseuse basse, une ostéopénie. Donc, il va falloir traiter comme une ostéoporose et d'abord et surtout corriger les facteurs de risque. Donc, la correction des facteurs de risque, c'est l'arrêt du tabac, donner un régime riche en calcium, notamment quand les apports sont insuffisants, il faut faire une enquête nutritionnelle qui est relativement simple, donner une supplémentation en vitamine D si le taux de 25-hydroxyvitamine D est bas, et on sait aujourd'hui combien les patientes françaises sont carencées en vitamine D, a fortiori à la ménopause et quand elles sont ostéoporotiques. Préconiser une mobilité par un exercice physique régulier, lutter contre la sédentarité. Voilà, il faut donc corriger tous les facteurs de risque connus d'ostéoporose, préconiser aussi un régime riche en protéines. Chez cette patiente qui est maigre, ça ne peut qu'être utile à l'os. Ici, un traitement curatif de l'ostéoporose postménopausique est indiqué. En effet, elle a une fracture du poignet, elle a des facteurs de risque d'ostéoporose et on peut considérer qu'il est utile de lui administrer un traitement curatif de l'ostéoporose postménopausique. Si on prend les recommandations de l'HAS, vous voyez qu'en cas d'ostéopénie, quand il y a une fracture, il faut traiter systématiquement, quand c'est une fracture vertébrale ou une fracture du col fémoral, on va traiter systématiquement. Par contre, quand il y a une ostéopénie et une fracture du poignet, fracture périphérique, on va traiter quand il y a la présence d'autres facteurs de risque d'ostéoporose et de fracture, comme ici, un index de masse corporelle bas, un tabagisme, des facteurs de risque familiaux, etc. Le traitement en cas de fracture, vous voyez que 3 traitements sont proposés en cas d'une seule fracture, le biphosphonate, le raloxifène et le ranelate de strontium. Le tériparatide ou Forceo est réservé au cas où il y a 2 fractures vertébrales ou plus. Dans le cas présent, il fallait choisir entre le biphosphonate Péros ou IV et le ranelate de strontium Péros. Et j'ai mis 5 points pour l'un des 2 traitements. En effet, vous ne pouviez pas utiliser chez cette patiente le raloxifène, qui est le 3e traitement indiqué, car cette patiente est traitée pour un cancer du sein par une anti-aromatase et il n'y a pas d'indication à associer un anti-aromatase et un SERM chez les patientes ayant un cancer du sein. Donc le choix entre ces 2 traitements va dépendre du choix du patient. Biphosphonate Péros, c'est 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Biphosphonate IV, c'est 1 fois par an. Ranelate de strontium, c'est 1 fois par jour. Mais aussi en fonction des contre-indications. Biphosphonate Péros et ranelate de strontium sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Les biphosphonates par voie orale sont peu indiqués chez les gens qui ont des troubles digestifs, qui ne supportent pas bien tout ce qui sont les produits dérivés des phosphates. Le ranelate de strontium a peu de contre-indications, il donne un peu de diarrhée également. Donc c'est en fait le choix et les contre-indications, les effets secondaires du médicament qui vont faire choisir l'un ou l'autre des traitements. Et je ne suis pas sûr qu'au concours, on vous demande de choisir précisément l'un des 2. Alors, avant la mise en route d'un traitement anti-ostéoporotique,
il faut demander à votre patiente un bilan biologique, eh bien, ce bilan biologique est relativement codifié. En fait, il est utile déjà pour éliminer tous les diagnostics différentiels de fractures et de fractures ostéoporotiques notamment, c'est-à-dire de perte osseuse. Alors, vous allez demander une numération vitesse sédimentation. Ça, c'est surtout pour éliminer un myélome ou une métastase osseuse. De la même façon, l'électrophorèse des protéines ou la protide, elle est indispensable. D'abord pour éliminer un myélome, mais ensuite, vous allez avoir besoin du taux d'albumine pour interpréter la calcémie. Le bilan phosphocalcique sérique, calcémie, bien sûr, phosphorémie, phosphatase alcaline. L'intérêt, c'est d'éliminer une hyperparathyroïdie primitive, d'éliminer une ostéomalacie, une ostéodystrophie rénale. Bilan urinaire, calcique. Vous savez que l'hypercalciurie idiopathique est une cause d'ostéoporose secondaire par fuite urinaire de calcium. Vous allez devoir demander enfin une créatinémie pour éliminer une ostéodystrophie rénale, mais également pour interpréter un chiffre de calcémie. Donc voilà le traitement de première intention auquel je rajouterai de plus en plus le dosage de la 25-hydroxyvitamine D compte tenu de la fréquence des carences en vitamine D. Au moindre doute, vous devrez faire un dosage hormonal de la TSH. Vous savez que l'hyperthyroïdie est une cause d'ostéoporose secondaire. Et surtout un dosage de la PTH, la parathormone, quand vous suspectez une hyperparathyroïdie, par exemple devant un taux un peu élevé de calcium, de calcémie. Donc voilà ce bilan biologique bien codifié. Certains pourront peut-être poser la question des CTX, des marqueurs de résorption osseuse. Aujourd'hui, la conférence de consensus ne recommande pas ce dosage, qui peut être utile cependant pour apprécier l'observance des traitements anti-ostéoclastiques. Alors, dernière question. La patiente revient vous consulter 2 ans plus tard en raison de douleurs lombaires intenses, non soulagées par le repos, insomniantes, rendant la marche impossible. La patiente est fatiguée. On vous dit que l'examen neurologique est normal et que vous avez une douleur et une raideur localisée. Et on vous montre une radiographie en vous demandant d'évoquer le diagnostic. Alors regardez bien cette radiographie et attention, il y a un piège. Vous étiez sur la question ostéoporose chez une femme ayant eu un cancer du sein et vous pourriez être tenté ici de voir une fracture vertébrale ostéoporotique puisque vous avez une diminution de la hauteur d'une vertèbre. Ici, ça va être probablement la vertèbre L2. Mais quelque chose doit vous frapper sur cette vertèbre. La première chose, c'est que la fracture tassement est asymétrique. Vous voyez qu'elle prédomine nettement du côté gauche. Et surtout, une chose doit vous frapper, c'est que vous voyez trop bien ici l'articulation inter-apophysaire postérieure. Et pourquoi vous la voyez très bien? Eh bien, c'est qu'en fait, le pédicule a disparu. Le pédicule a disparu. Vous voyez ici le pédicule. Revoyez ici. Vous voyez ici. Ici. Vous voyez les 2 yeux de chaque vertèbre. Et cette vertèbre-là, vous voyez bien un œil. Et l'autre œil a disparu. Il s'agit d'une vertèbre borgne. Et qui dit vertèbre borgne dit vertèbre métastatique. Et donc, cette fracture vertébrale n'était pas du tout une fracture vertébrale ostéoporotique. Et vous deviez évoquer, devant cette fracture vertébrale asymétrique avec une vertèbre borgne, une métastase vertébrale probable de son cancer du sein. Et je vous rappelle l'énoncé où il était indiqué qu'il y avait une asthénie nouvelle et qu'il y avait des douleurs insomniantes, ce qui devait faire penser à une fracture vertébrale maligne. Vous voyez donc, c'était un dossier extrêmement interactif où plusieurs sujets étaient abordés. Et en conclusion, bon, ce n'est pas un hasard si l'ostéoporose est un dossier qui est tombé 3 fois en 6 ans. C'est la plus fréquente des maladies osseuses. Elle est totalement asymptomatique la plupart du temps jusqu'à ce que surviennent les fractures. Et c'est l'ostéodensitométrie qui a révolutionné sa prise en charge en permettant un diagnostic précoce avant la survenue de fractures. Et les indications de l'ostéodensitométrie, les indications du remboursement notamment, doivent de mon point de vue être connues. Alors je vous rappellerai que certains médicaments donnent une ostéoporose qui sont susceptibles de tomber au concours, notamment la corticothérapie. La corticothérapie doit absolument conduire à une densitométrie et à un traitement prophylactique de la
l'ostéoporose cortisonique. Mais c'est aussi le cas des antiaromatases ou des agonistes de la GnRH dans le cancer du sein, ou chez l'homme, des agonistes de la GnRH dans le cancer de la prostate. Pour terminer ce dossier, j'estime que vous devez faire la part des choses chez cette patiente entre une fracture vertébrale bénigne liée à une ostéoporose et une fracture vertébrale maligne liée à une métastase, et bien connaître l'aspect radiographique d'une fracture vertébrale maligne d'une vertèbre borne, comme je vous l'ai montré. Voilà. Les items abordés dans cette question sont multiples. L'ostéoporose, la tumeur du sein, l'algodystrophie, après la fracture du poignet, et puis la stratégie d'utilisation des principaux examens d'imagerie, qui comprend donc les examens à demander devant une suspicion d'ostéoporose, et notamment l'ostéodensitométrie.